Voilà, je disais encore une fois de plus, merci beaucoup pour votre présence et bienvenue dans un équipe locaux de IFTA, ici à Douala. Et donc, j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de TUMA, donner les ailes au projet. Bon, dans certaines communications, on met au projet des jeunes. Mais je ne le mets pas parce que ça fait que même les gens qui se sentent un peu âgés, les gens qui se sentent un peu âgés peuvent se sentir exclus. Alors que non, si une maman de 60 ans vient, elle a un bon projet intéressant, qui remplit les conditions, il n'y a aucune raison de l'exclure. Mais bien entendu, on pense plus aux jeunes parce que les jeunes sont généralement ceux qui se trouvent limités. Alors, je vais me présenter. Mon nom c'est Forman Fotso Také, ça c'est mon nom complet. Et généralement, je mets Forman Fotso pour ne faire trop long. Et donc, je suis administrateur de l'une des sociétés impliquées dans le projet TUMA. Alors, quelle est l'idée du projet TUMA? L'idée du projet TUMA, c'est vraiment d'accompagner les jeunes porteurs de projets. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les porteurs de projets, parfois, n'ont pas le background intellectuel qui permet de gérer un projet. Ça veut dire quoi, le background intellectuel? Comment fonctionne une société? Comment ça se passe avec les actionnaires? Comment ça se passe avec l'État? Et quand on dit les jeunes, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est même en Belgique. Et je disais une fois à une connaissance qu'en Belgique, à l'époque, beaucoup d'entrepreneurs d'origine africaine ont fait faillite parce que quand ils vendaient les choses dans leur boutique, ils croyaient qu'ils avaient beaucoup d'argent. Mais ils ne savaient pas qu'en fait, dans l'argent qu'ils avaient, il y avait la TVA qu'ils doivent à l'État. Donc du coup, quand l'État s'est présenté, ils ont ouvert les yeux. C'est comme ça qu'on a saisi les maisons des ventes, ainsi de suite. C'était une tragédie. Alors que c'est des notions basiques de management. Tu vois? La communication, dans certains cas, on ne va pas parler des ressources humaines et d'autres. Donc il y a des choses basiques que parfois les gens ne savent pas. Il faut leur expliquer. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on prend des associés? Tu vois, on voit des gens qui attrapent l'AVC parce qu'ils veulent gérer leur projet entièrement tout seul, alors qu'avec des partenaires, ça aurait pu donner autre chose et permettre à chacun de trouver son compte. Donc, disais-je donc, quand un projet arrive sur notre table et qu'il a été validé, du moins pour lequel il y a un premier avis, donc un avis qui vient d'un de nos partenaires, on a assez de partenaires. Si un partenaire fait le cachet, il dit ok, je pense que c'est un projet correct. Alors on engage la discussion sur le porteur de projet. Et alors on va voir ce dont le porteur de projet a besoin. Peut-être qu'il aura déjà besoin d'une première formation, comme j'ai dit globalement, c'est light, pour comprendre comment fonctionne l'entreprise. Dès lors que ça c'est fait, il y a deux choses qu'on fait. Si le projet pour nous est intéressant et qu'on va aller plus loin. Deux choses. Quand le projet est accepté, on fait avec les partenaires. Les deux choses permettent de fermer la procédure. Demander à nos amis s'ils veulent se joindre. Donc voilà, oui, désolé d'avoir interrompu. Donc disais-je, une fois que le projet est accepté, donc après l'avis de partenaires, c'est qui les partenaires, les différents partenaires qu'on a? Les partenaires, ça peut être des agences avec lesquelles on travaille, des agences indépendantes. Ça peut être aussi des bureaux d'analyse juridique ou comptable en fait. Toi, par exemple, tu es expert comptable,
Alors, vous pouvez imaginer que demain, on a un contrat qui dit que quand on a des porteurs de projet, on leur sort la liste de nos experts comptables et il va chez qui il veut, bien entendu, il paye les honoraires. Ok. Et alors, l'expert comptable analyse notre avis, qui ne nous influence en rien, hein, mais au moins ça nous permet d'avoir une première appréciation d'un expert. Ok. Alors, donc, disais-je, une fois que le projet a été accepté sur base de l'avis d'un partenaire, deux choses se passent. Immédiatement, on va rédiger des contrats, tout arranger pour que ça puisse passer devant le notaire. Je reviendrai sur ça plus tard. Alors, le porteur de projet, première chose, il devient prestataire dans le projet. Ça, c'est la première des choses qui est très importante pour nous. Pourquoi c'est important? Parce que l'idée, c'est que le porteur de projet ne soit plus aussi au chômage. C'est la première des choses. Okay? La deuxième des choses, le porteur de projet devient actionnaire dans le projet. Okay? Et donc, disais-je, pour les projets, normalement, on passe devant le notaire. Ça veut dire qu'on doit créer une société entièrement, une société juridiquement indépendante pour développer les projets. Surtout s'ils sont importants. Bon, important pour moi, quand je parle d'important, c'est voilà, à partir de 4 millions jusqu'au montant. En montant, c'est vraiment à partir là pour moi, ce que j'entends par projet, c'est vraiment passer absolument devant le notaire. Ok. Alors si on a des tout petits projets, en ce moment, pour moi, un contrat, pourrait aller. Je veux dire, parfois j'ai vu des projets d'1 million. Pour des projets pareils, voilà, je ne pense pas qu'on ait spécialement besoin de passer devant le notaire. Mais c'est à voir aussi avec le porteur de projet. Hein. Mais d'office, pour moi, voilà, dès qu'un projet devient important, on définit la gouvernance et puis on passe devant le notaire qui doit alors inscrire tout ce qu'on met sur pied en termes de gouvernance. Ok. Voilà. Alors, donc, disais-je, une fois que la société est créée, la société prévoit le fait que le porteur de projet est prestataire lui-même dans la société et le fait qu'il est aussi actionnaire. J'ai dit, il est prestataire parce que c'est important que quand il est dans le projet, il ne soit plus au chômage, il ait des revenus qui lui permettent déjà de vivre de manière digne, si je peux ainsi dire. Et puis, il est aussi actionnaire, ça veut dire que les dividendes seront versés si le projet porte ses fruits. Voilà. Alors, les contraintes qu'on a dans le cadre de TUMA, les deux principales contraintes, c'est le fait que le porteur de projet n'a pas accès à la trésorerie. Ça, pour nous, c'est très important. Il n'a pas accès à la trésorerie parce que voilà, beaucoup d'investisseurs avec lesquels on collabore ont été très découragés d'investir en Afrique et particulièrement dans le Gabon, avec beaucoup d'abus. Et donc, une des limites, première limite, lui dit, quand on crée la société, la gouvernance qu'on met sur pied est telle que le porteur de projet, lui, n'a aucun accès à la trésorerie. Donc, si la société est suffisamment grosse, on va recruter quelqu'un qui va le faire. Si la société est petite, on externalise la trésorerie. Okay. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que la gestion journalière ne peut être assurée par le porteur de projet non plus. Pour la raison équivalente. Et aussi, quand il dit la gestion journalière, vous comprenez ce que c'est, hein, sinon je vais donner plus de détails. Ça veut dire que quand on arrive, la personne qui signe un rapport ou engage la société, ça ne peut pas être le porteur de projet. Sinon, ça va devenir son projet avec ça et il y a un problème. Donc voilà, après on va discuter sur les points. Oui, on peut poser les questions directement, pas de souci. Au niveau du pas d'accès à la trésorerie, oui, si je prends un projet, par exemple, de pâtisserie,
Oui. Ou sur le porteur de projet qui est pâtissier, qui est en même temps sur la distribution. Oui. Bon. Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut externaliser la trésorerie? Puisque c'est lui qui distribue, et quand il distribue, là, on donne le cash. Ok. Donc, bon, d'abord, c'est ce que nous on appelait ici la gouvernance. Et qui doit être dans les statuts de la société qui passe devant le notaire. Ok? Donc la gouvernance d'une structure, c'est comment est-ce qu'on doit fonctionner. Disons, alors je ne connais pas beaucoup de choses en boulangerie, mais pour moi déjà ça n'a aucun sens que ce soit la même personne qui soit à la pâtisserie et la même personne qui fasse la distribution. Déjà il y a un problème. Parce que ça veut dire que s'il est malade, la société s'arrête. Or, une société n'est pas faite pour s'arrêter. Ça c'est un. Et de deux, la gouvernance souvent se pense ensemble. C'est pas que le porteur de projet est exclu. Hein. On va voir tout à l'heure, hein, j'ai dit par exemple, OK pour le CODIR par exemple, et plus OK pour les audits et contrôles. CODIR, ça veut dire que dans la plupart des sociétés, il y a généralement un comité pour se réunir, pour voir comment la société évolue, et ainsi de suite. C'est tout à fait normal que le porteur de projet soit présent. Okay. Là, il n'y a pas de problème. Okay. Il a aussi le droit de dire à un moment qu'il va lancer des audits s'il veut. Okay. Auditer ce qui se passe dans la société parce que c'est quand même son enfant. Ça va? Et puis maintenant, pour revenir à ce cas spécifique, si on veut pousser loin, imaginons que le porteur de projet dans le cas ci, donc il n'est pas pâtissier, mais par contre, il a une grosse expérience en distribution. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? Je réfléchis tout haut, hein, parce que les gouvernances, ça s'assoit, c'est vraiment pour chaque projet spécifique. On pourrait imaginer que la société, elle a, par exemple, un mobile money. Ça, c'est un exemple. Hein. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut imaginer. Quand il arrive à distribuer, on fait un paiement instantané. Mais le mobile money n'est pas chez lui. Et on le confie. Moi, je vois un peu comment ça se passe dans la Kentini, par exemple. J'ai fait l'expérience de la Kentini, où il y a des validations de les étapes sans que ce ne passe pas forcément par les choses. Je veux dire, il y a toujours moyen de trouver un truc. Mais c'est important que les investisseurs soient rassurés. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Et il y a des grosses boîtes, hein, parce qu'ici on parle désolé l'expression, des cacahuètes. Ça, pour moi, des projets jusqu'à 10 millions, c'est des cacahuètes pour aider les investisseurs. Mais vous avez des projets de milliards ou qui ont fait faillite parce que on vous dit que le responsable du projet qui jongle avec la trésorerie. Il y a des gros projets dans le monde comme ça. Et donc ça, c'est un vrai problème. Hein. Okay. Et donc, c'est pourquoi on a mis vraiment cette surveillance très stricte. Oui. Vous voulez poser une question? Oui, je vous en prie. Oui, monsieur, est-ce que vos projets sont. Vous subventionnez les projets, les organismes non gouvernementaux, les ONG? Ok. Donc, ça c'est une très bonne question. Aujourd'hui, je suis en train de parler de TUMA, qui accompagne les porteurs de projets dont le but est lucratif. Ça c'est TUMA, ça c'est un projet. Mais TUMA est logé dans une société qui s'appelle Surinvest. Le nom est long, Smart Sustainable World, et le nom commercial Surinvest, qui est dans beaucoup d'autres projets. TUMA n'est qu'un projet parmi eux. Dans la société Surinvest est actionnaire de beaucoup d'autres sociétés, particulièrement en Belgique. Okay. Donc, ça veut dire que toutes les formes de projets qui arrivent sur notre table, on peut toujours discuter et s'adapter au cas. Mais dans le cadre du projet TUMA spécifiquement, voici les conditions en fait. Donc ici, je parle particulièrement de TUMA, sans parler des autres choses que des autres projets que nous accompagnons ou finançons. Et donc, si dans le futur, il y a une ONG voilà, qui dit écoutez, nous on prend les. Je parle du cas concret, puisque moi, c'est lequel j'ai à discuter récemment. Nous on prend les femmes enceintes qui n'ont pas les moyens de faire les visites prénatales. On leur fait passer des ACP, ça c'est une ONG avec laquelle j'ai collaboré un moment. On les fait passer les visites prénatales, elles accouchent, on prend
les premiers mois en charge de l'enfant, mais après surtout son travail. Ok? Pour ces femmes-là, on va leur former peut-être en commerce, ok? Comme ça, elles peuvent gérer une petite boutique. Ok? Vous voyez, là, c'est vraiment dans l'esprit ONG, hein? Et puis comme ça, elles peuvent se prendre en main. Il y a toujours moyen de discuter, comment on peut collaborer dans ce cadre-là. Mais ça n'a rien à voir avec Chuma. Vous voyez? Parce que Chuma, c'est de l'actionnariat. Et c'est aussi du résultat à la fin. Je répondais à la question? Ou pas satisfaite? Bon, ça veut dire que je ne suis pas intéressée par. Parce que mon projet, c'est un peu non lucratif. Oui. Alors, après, je ne vais pas faire un cours d'économie sociale, mais on pourrait en rediscuter parce qu'on commet beaucoup d'erreurs quand on parle d'économie sociale. Donc, je reviendrai là-dessus. Là-dessus plus tard parce que beaucoup commettent l'erreur en pensant que quand un projet a but non lucratif, ça veut dire que le projet ne peut pas générer, par exemple, des marges. Vous voyez, ça c'est un gros problème, à mon avis, en tant que chef d'entreprise, manager, conceptuel en fait. Et je suppose que l'expert comptable est du même avis. La particularité des projets à but non lucratif, c'est juste que à la fin, les dividendes ne doivent pas être versés dans des poches individuelles. Donc, ils devraient être réinvestis dans le projet en lui-même. Autrement dit, pour moi, la gouvernance qu'on devrait mettre autour d'un projet dit sans but lucratif, non lucratif, pour les promoteurs, devrait être aussi strict que ceux des autres sociétés. Vous voyez? Voilà. Donc, j'étais en train de dire que dans le projet, on ne va pas avoir accès à la trésorerie, qui, dans ce système est externalisé, et la gestion journalière non plus. C'est-à-dire que quand on arrive pour demander une information à la société, ce n'est pas lui qui soit en premier. Il devrait avoir une personne qui est là. Donc, une seule secrétaire, qui n'a pas le pouvoir pour lui, mais il faut vraiment qu'il y ait cette personne-là. Il ne faut pas que ce soit une affaire trop personnelle. Et donc, on disait, les gouvernants doivent être très stricts, mais bien entendu, il participe au CODIR et puis il peut demander des outils et des contrôles. Voilà. Alors, ça, je réponds ici à une question. Qu'est-ce qui se passe quand le porteur de projet vient et que directement, peut-être qu'il y a actionnaire majoritaire, quelqu'un vient, il dit, moi j'ai 80%, je veux 20%. Ok, ça ne rentre pas dans le projet de moi aussi. Par contre, il y a moyen de collaborer avec nous. Je veux dire, tous les projets dans lesquels nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas actionnaires majoritaires. Donc, Chuma, c'est vraiment spécifique. Pour des jeunes qui se disent que vraiment sur la thèse, si tu n'as pas raison, c'est que tu es fini. On dit non, il y a encore moyen. Voilà, il y a encore espoir tant qu'il y a vie si on fait ça. Ok, donc c'est vraiment spécifique pour ce genre de personnes qu'on a créé ce projet qui n'est pas la seule de nos activités. Alors, disais-je, dans le porteur de projet, il est actionnaire, mais vous comprenez que dès le départ, il peut être actionnaire avec un très faible pourcentage. Voilà, ça veut dire qu'il peut commencer même avec 10%, mais ça c'est très important. Dans l'acte notarial, ça doit être très clair. Ça doit être très clair que les autres associés ont l'obligation de lui céder les parts dès qu'il a les moyens de racheter jusqu'à 51%. Donc jusqu'à ce qu'il devienne actionnaire majoritaire. Bien entendu, les conditions de cession doivent aussi être mises dans l'acte notarié. Alors on ne va pas commencer à entrer dans les notions de valorisation d'entreprise, mais voilà, au cours du temps, les actions se bonifient. Donc les conditions doivent être clairement mises dans les statuts. On pourrait imaginer par exemple qu'on rémunère le capital plus la réserve déjà constituée, par exemple au taux des coupons, des obligations d'État, plus une prime de risque.
de 2%. Ça, c'est un exemple. Voilà. Et donc, voilà, disais, c'est ce genre de cas de le projet Tuma, mais il y a moyen d'investir quand même. Ok. Disais-je donc, le porteur de projet donc, peut racheter les actions jusqu'à 51%. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Les autres associés n'ont pas le choix de lui céder les actions aux conditions convenues dans le statut. Après 51%, les autres sont obligés. Ça devient du gré à gré. Une négociation entre personnes sans qu'il y ait vraiment une obligation derrière. Alors, voilà, donc aujourd'hui, la liste des principales structures avec lesquelles le projet Tuma évolue, c'est Smile Social World, Bidelight SRL, LSASBL et beaucoup d'autres. Voilà. Donc je pense que, oui. Une question au niveau de. À peu combien de temps le porteur de projet peut acheter jusqu'à 51%? Donc ça c'est une très belle question. Ça c'est une très belle question. Que je pense qu'on doit, à titre personnel, je vous ai dit, avec mon expérience dans le monde, généralement je trouve qu'une société devient stable après 3 ans. Ok? Mais personnellement, je pense que je préfère éviter de fixer cette date-là. Je préfère que ce soit au moment où on définit la gouvernance de la société, qu'on convient dans le porteur de projet à partir de quand est-ce qu'il peut racheter. Comme ça fait moins de contraintes, sinon ça ferait trop de contraintes et tout. Monsieur, si vous avez un investisseur à son projet, bon, quand le projet, il a son projet, il a déjà mis sur pied, il a investi, je dis n'importe quoi, 100 000 francs et le projet peut-être c'est 150 000. Si on va vous demander le projet Tuma dedans, est-ce que vous rachetez les 100 000 de la personne et là vous donnez à la personne 10% qui prennent la bonne place et vous bloquez toutes les parties que vous avez citées, pas d'accès à la trésorerie? Oui, ça c'est intéressant parce qu'on a déjà eu des gens qui ont contacté alors vous avez des projets. Donc juridiquement, normalement, il existe des mécanismes d'absorption. Hein. Donc c'est pour ça qu'on prend tout ce qui existe, on la met dans une autre société où on casse tout depuis zéro. Et donc si ça doit rentrer dans le cadre de Tuma, ce qui n'est pas bien pour la gestion, si ça doit rentrer dans le cadre de Tuma, ça veut dire que tout ce qu'il a fait avant, on va en tirer peut-être, on va en tirer une série de ressources, mais elle sera absorbée complètement dans notre société. Alors, le capital et l'investissement qu'il a fait doivent être revalorisés. Hein. Ça va? Ça va pas? C'est clair ce que j'explique? Ou je n'ai pas bien compris la question? Voilà. Donc voilà, donc moi j'ai eu un entrepreneur qui est venu me voir une fois, il me dit écoute, je suis bloqué parce que je fais infographie, j'ai une expérience, je manque d'ordinateur, je veux prendre un grand local à l'essai, ainsi de suite. Il dit, ton coût d'investissement, tu l'estimes aujourd'hui à combien? 1,2 million. Il dit que nous, on complète sur 4 millions. Mais on crée une entité à part. Tu transfères tout ce qui existait dans la nouvelle. Et tu n'es pas gérant, tu n'as pas accès à la trésorerie, c'est pas toi qui fais la gestion du matériel. Et il gagne quoi? Il gagne quoi? Oui. Ça, c'est une belle question. Voici les choses qui gagnent. Mais c'est bien, on parle dans les pratiques. Ça, c'est un cas pratique. À la base, l'infographe, n'est-ce pas? Le crédit visuel. Ça veut dire que dans les statuts de la nouvelle société, on va dire, toi tu es infographe par exemple, quand tu crées ton visuel, c'est combien? Il va dire, moi je crée mon visuel, peut-être c'est 2000 de visuel. Ok? C'est-à-dire que dans la nouvelle société, on sait que quand on a les visuels, il est fait, et à la fin du mois, on verse tout son argent de visuel. Ça, c'est la première chose qui gagne. Donc, il continue à travailler. C'est ça qu'on dit les prestataires. Maintenant, à la différence des prestataires classiques, c'est qu'on va essayer de convenir d'un budget mensuel quand même. Vous voyez? Mais un budget mensuel qui est lié à un volume de tâches. Ça veut dire que l'argent va tomber comme ça, quelqu'un qui ne travaille pas. Ça veut dire que vous venez absorber le projet de
En fait, ils parlent sur le projet, ils vous donnent. Oui, je vais revenir. Donc, je finis d'abord avec ce qu'ils gagnent. Donc, ça, c'est un. Donc, ils continuent à tester. OK? Et donc, ils continuent à être infographes. Tout ce qu'ils faisaient avant, on sait le faire, continuer à faire. La deuxième des choses qu'ils gagnent, c'est les dividendes. Ça veut dire que si la société continue à produire de l'argent, à la fin, une fois que les charges fiscales sont payées et qu'on a fait toutes les répartitions qu'il faut, parce que moi, pour moi, on ne mange jamais tout le bénéfice de société. Hein. Au moins, il y a toujours une partie qu'on doit mettre de côté pour renforcer, par exemple, le capital. Il y a une partie qu'on doit mettre de côté pour le développement de nouvelles activités. Une partie qu'on va mettre de côté, pourquoi pas même pour l'épanouissement des collaborateurs, s'ils sont dignes ou non. Ainsi de suite. Et ensuite, une partie, effectivement, pour les actionnaires. Donc, voilà les deux niveaux économiques. Pas ces prestations, puisque c'est dans la société, et puis pas les dividendes. Maintenant, j'ai répondu à cette question de savoir ce qu'il gagne. C'est clair cette question? Ok. Maintenant, je réponds à la remarque que vous avez faite de savoir, oui, donc on vient prendre la société de quelqu'un. C'est ça que vous avez dit? C'est ça, oui, c'est ça. En fait, dans la conception camerounaise, c'est un peu comme ça. Oui, non. La chose. Oui, mais ça c'est. Mais vous n'êtes pas les seuls, hein. Moi je vous ai dit. Alors, je ne suis pas le seul, comment dire, le seul actionnaire, du moins la société que je représente, n'est pas la seule actionnaire, il y a d'autres sociétés, mais généralement, c'est moi le porte-parole, voilà, je suis le porte-parole du chemin. Et donc, j'ai discuté avec des entreprises au Cameroun et au Bénin, justement parce qu'on avait des partenaires locaux, justement pour pouvoir leur déléguer des postes stratégiques dans la société. Et parmi les remarques que j'ai souvent reçues, il y a ça, c'est le fait qu'un porteur de projet qui voit que voilà, dans son projet, c'est pas l'actionnaire majoritaire, c'est pas lui qui c'est la trésorerie, c'est pas lui, il a l'impression qu'on a volé son projet. Et je dis, malheureusement, aujourd'hui, après beaucoup d'années dans l'entrepreneuriat et dans la formation, je ne vais pas refaire la pédagogie aux gens. Et donc, si les gens n'ont pas la capacité de comprendre, c'est tant pis. Je ne paie rien. Okay? Accompagner un projet, c'est énorme. En termes de temps, d'énergie et y compris du risque capital. Donc, si c'est juste prendre les patrons du projet, il y a énormément de moyens d'investir de l'argent. Vous voyez? Même si ce n'est pas les obligations du trésor. Ok? Donc, si le porteur de projet, si on réfléchit à notre mentalité, qui nous a toujours retardé en fait, parce que le problème, mais je ne comprends pas, c'est un problème culturel, c'est le fait que nous, dans notre culture africaine, on veut briller seul. Quand vous prenez le fondateur de Facebook, vous savez combien de pages il y a dans Facebook? Mark Zuckerberg. Je suppose que vous ne connaissez pas. Les gens les appellent. Ils savent combien Steve Jobs avait dans l'Apple. On doit apprendre à se dépasser et à penser globalement. Ok? À penser partenariat. Juste bien structurer les partenariats. Voilà. Et chacun trouve son compte. On peut être, disons, très 10 entreprises diversifiées. Mais les grosses familles riches du monde, regardez les grosses familles riches du monde. Vous allez attendre qu'il a 10% ici, il a 5% là-bas, les Coca-Cola et tout ça. Parfois, c'est les mêmes familles. Hein. Mais un peu partout. Nous, on a laissé dans un projet. Moi je ne fais pas la pédagogie de recourir les gens. On pourrait donner des formations peut-être avec l'aide de l'IFTA ou d'autres structures pour aider les porteurs de projet à comprendre comment fonctionne l'entreprise. Et pourquoi est-ce que c'est important parfois de travailler en association avec les autres. Voilà. Mais si les gens ne sont pas capables de comprendre ça, c'est vraiment tant pis. Donc on ne force personne en fait. Je vous dis, on est partenaires. Il y a des banques hein, où les gens peuvent aller chercher des crédits hein, et mettre en garantie leur maison. Quoi. Aussi simple que ça.
Voilà, je ne vais pas commencer à prendre les bases de l'attention aux gens en leur disant que le taux d'intérêt sur un projet, c'est d'abord un taux d'intérêt sans risque plus une prime de risque. Quand vous voyez quelqu'un qu'on prend de plus zéro là, à votre avis, la prime de risque est la même que quand on investit à la secours du Cameroun. Donc franchement, je vous dis, ceux qu'on a rêvé, c'est des jeunes qui partent de zéro parce qu'ils croient qu'ils sont perdus et ensemble on construit quelque chose. Ça, c'est notre rêve. Les autres qui réfléchissent, ils peuvent réfléchir. Je veux dire, on ne manque pas quand on va faire de l'argent. On ne manque pas quand on va faire de l'argent. Si vous tapez plateforme d'investissement en Europe, il y a énormément de plateformes qui ont besoin d'investir de l'argent. Donc, les gens peuvent être bloqués dans leur idée, ça c'est le problème. Ou alors ils vont à la banque, ou bien pour certains qu'ils aillent même faire l'usure. Comme ça se fait. Voilà. Si je peux me permettre d'ajouter deux autres voleurs. Oui. Juste pour dire que, de manière générale, ici chez nous, lorsqu'on veut une voleur fonds propre, généralement, on peut voir dans ce cas sur bien. Or, quand on a sur une structure, ou bien sur des tutelles qui gèrent la trésorerie, ça nous permet au moins sur la durée de tenir et d'éviter un certain nombre d'égarements. Parce que quand c'est nous-mêmes qui sommes majoritaires, on supplémente cette demande, n'importe quoi, et le projet tombe. On a beaucoup de projets sur nous. Donc moi je pense que c'est quand même bonne idée d'avoir d'être en partenariat avec des structures qui mettent des fonds, qui nous aident également dans le management, comme ça permet à tout un chacun de gagner sur le long terme. C'est bénéfique à tout le monde. Donc, mais franchement, pour moi, il n'y a vraiment aucun souci pour les jeunes qui ont des résistances. En fait, franchement, c'est dans le monde. On est pas en train de courir. Donc chacun analyse, et on essaie d'être très transparent justement, et chacun analyse, il regarde le coup d'opportunité. Mais, oui. J'ai une autre question. Il y a le budget en projet qui n'est pas de financement. Ça, c'est un exemple. Il y a le budget en projet qui n'est pas de financement. Est-ce que tu vas m'accompagner dans ce sens? Justement, c'est ça l'objectif humain. Mais il faut d'abord que votre projet soit viable. Hein. Donc vous venez avec un projet, déjà idéalement avant de regarder, il faudrait avoir le cachet d'un de nos partenaires. Une agence d'expertise comptable ou d'analyse juridique qui nous dit que ok, quand il y a le projet, pour eux, c'est bon. Maintenant, nous, on a étudié, maintenant, on va regarder tout ce qu'il y a dans le dossier. Qu'est-ce qu'il y a comme étude de marché? Est-ce qu'il y a des clients potentiels? Pourquoi même vous venez avec nous? Ok? Est-ce que c'est clair, les choses? Ensuite, on va discuter de la gouvernance. Comment est-ce que la société va fonctionner? Ça, c'est très important parce que ce point va passer devant le notaire. Ensuite, on va évaluer ensemble le capital qui permet de faire fonctionner la société. Et quand je dis le capital qui permet de faire fonctionner la société, c'est y compris la rémunération du projet de projet en tant que prestataire. Et donc, tout ce qui fait, c'est ça le but du capital. Hein. C'est l'argent qui peut permettre à la société de fonctionner de manière complète. C'est une manière simplifiée. Hein, les experts comptables autres peuvent challenger. Pour moi, le capital d'une société, c'est le montant d'argent qui permet à la société de fonctionner de manière complète jusqu'à ce qu'elle s'autofinance. Pour moi, c'est ça l'estimation du capital de société. Donc, oui, bien sûr. Si le projet est pertinent,
Voilà, toutes les informations que vous voulez, on pourra vous les communiquer. Ok, donc s'il y a un projet qui dit ok, il y a tel, voici la liste des bureaux qui peuvent donner leur avis sur votre projet. Voilà. Maintenant, est-ce que vous travaillez avec des personnes, je veux dire, vous déployez dans tous les types de secteurs d'activité, vous n'avez pas des restrictions, que ce soit du secteur agricole, alimentaire, que ce soit des prestations de services, que ce soit minier, vous déployez dans tous les types de... Bon, ça c'est une excellente question. Déjà, quand j'entends minier, ça c'est des projets, à mon avis, de l'ordre du milliard. Ça c'est, je crois que c'est un peu au-dessus du chinois. En ce moment, c'est la maison, la société mère qui gère ça à son niveau maintenant. Okay? Donc, pour moi, les projets du chinois, de manière globale, ce sont des projets de moins de 50 millions. Moins de 50 millions. Oui, pour moi, c'est vraiment des projets qu'on lance. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que nous, on met des restrictions en termes de domaine? Les domaines que nous, on préfère, c'est vraiment les 17 domaines du développement durable. Okay. Je vous en prie. Voilà, donc l'ONU a fixé 17 domaines de développement durable et nous, on préfère vraiment y tourner au marché aussi. Mais on reste ouvert. Maintenant, si quelqu'un nous dit qu'il veut faire des armes, parce que ça donne beaucoup d'argent, nous, ça ne va pas nous intéresser. Parce que comme je dis, d'abord il y a une étude derrière. Ce n'est pas l'argent qui nous fait bouger. Voilà, il n'y a pas de l'argent. Est-ce que j'ai répondu à... J'ai une question. Oui. J'aimerais savoir, avant de soumettre un projet, est-ce qu'il y a le porteur du projet devant connaître au préalable le canevas, les étapes de présentation, un formulaire ou bien... Sur notre site internet, on a indiqué les questions que le porteur du projet devrait pouvoir se poser. Par exemple, le projet c'est quoi, c'est qui la cible, quels sont les concurrents, c'est quoi la demande du marché, et ainsi de suite. Justement, ça l'aide à mieux réfléchir et à mieux structurer son projet. C'est donc une question standard. Mais bien entendu, à chaque fois, on s'adapte. Par exemple, ce matin, j'ai donné mon OK pour investir dans une petite société française qui veut venir au Cameroun. Qui veut venir au Cameroun pour faire des trucs pour la sécurité des bagages dans les agences. Et donc, nous, on leur avait dit que notre société, ils voulaient entre environ 5, le point de départ c'était 500 euros. Et donc, nous, on leur a dit, nous, on met un budget entre 500 et 2000 en fonction de tout ce qu'on va retrouver comme élément dans le dossier. Et en creusant le dossier, on s'est rendu compte que quelque part, ils préféraient beaucoup la redevance, par exemple, à la plus prise de participation. Sur base de ça, par exemple, on leur a demandé pourquoi, ils nous ont donné les raisons, on a divisé le budget en deux. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, après les questions s'adaptent à chaque cas, quoi. Voilà, et ainsi de suite. Donc on s'adapte vraiment à chaque cas. Voilà. Voilà, je pense qu'on a épuisé, les questions, je pense. Donc voilà, on n'a besoin que de 30 minutes finalement. 40 minutes. Mais si on prend le temps, je suis allé appeler.
j'ai quand même fait circuler une fiche, comme ça je pourrais avoir les noms de ceux qui ont participé, si ça ne vous dérange pas. Et mon propre budget. Les liens, je peux aussi les laisser, bien entendu. Voilà, ici. Voilà. Donc, plus de questions. Mais je comprends que la moitié de la salle n'est pas d'accord avec les contraintes. Et franchement, je vous souhaite bonne chance. C'est un gros projet, on va essayer de réfléchir. Personnellement, je ne sais pas que je suis pas d'accord. Oui. Non, il faut plus le voir comme un projet d'accompagnement plutôt que un projet de pur investissement. Vous avez vu votre email. GSM, c'est ça? Oui, ou bien ce nom. Ah, super, c'est bien ça. Ok, mais encore un grand merci à chacun. Moi, je n'ai pas eu les questions de l'expert comptable, je ne sais pas si c'est qu'il en pense et tout. Ni les questions de. Ça va là, c'est clair. Ah, c'est clair. Ni vos questions, hein. Pas. Alors, il y a une autre chose que pour le monde n'a pas compris suffisamment d'Achuma, mais on va le faire. Vous savez que dans la diaspora camerounaise, il y a beaucoup de personnes à la diaspora qui ont perdu complètement espoir envers le Cameroun et envers leur famille parce qu'ils sont parfois abusés. À un moment dans la suite de Chuma, ce qu'on va faire à ces gens on peut vous aider. Vous voulez positionner quelqu'un dans votre famille, le projet vous le fait gérer par Chuma. Il n'aura pas accès à la trésorerie. Et donc, on va tout contrôler. Si c'est des règles juste pour l'argent, il ne va jamais voir 5 francs. Maintenant, si dans le cas où une personne est porteur de projet et qu'elle-même n'a pas toutes les capacités pour pouvoir être, je ne sais pas comment expliquer ça, être qualifié d'employé ou de prestataire, je ne sais pas trop. En fait, quelle est la qualification de ce juste porteur de projet? Non, justement, l'idéal, oui, ça c'est une exception quand même, l'idéal c'est que le porteur de projet soit prestataire. Mais si. Mais pour qu'il soit prestataire, il faudrait qu'il ait déjà une compétence. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est idéal. Mais ce point n'est pas bloquant. Par contre, oui, mais il faudra qu'on clarifie parce que si c'est son projet, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses pour lesquelles il doit accompagner l'entreprise à un moment ou à un autre, au moins dans la phase de démarrage. Quelqu'un dit, écoutez, voilà, moi j'ai grandi dans la zone de Yassa, là-bas, on a tellement d'escargots, et on se rend compte qu'à Abidjan, la demande en escargot explose. Or, voici les moyens de traitement des escargots que j'ai fait avec mes parents. Voilà, c'est son projet. Et puis, non seulement je connais comment est-ce qu'on gère avec les riverains, les ceci, les cela, ouais. Voilà, pour le parler. Mais à part ça, moi je suis cadre à la société, au bassin du Cameroun. Voilà, bon, ce sera difficile pour lui les prestataires, il a déjà le travail, mais il doit nous accompagner, hein, on doit formaliser cela, et cet accompagnement, bien entendu, il devra avoir une rémunération, mais contractuellement, les choses doivent être claires dès le départ. Ou alors, avant de lancer le projet, on doit pouvoir avoir des méthodes complètement en main. Dans le cas tel que vous l'avez expliqué, où le porteur de projet n'est pas vraiment impliqué parce qu'il est déjà occupé par une autre activité, j'aimerais savoir comment est-ce que c'est organisé la gouvernance ici. C'est toujours son
projet, en fait, la société au nom de qui? Au nom de Chuma ou au nom du porteur de projet ou au nom de président? Je ne comprends pas, je suis perdue. En aucun cas, la société n'est au nom de Chuma. D'accord. Chuma, c'est le véhicule. Toutes les sociétés, sauf exception, sont des entités juridiques entièrement à part. Donc le gars de l'escargot aussi, il dit que oui, à la fin, son projet c'est 3 millions. Pour moi, 3 millions, ça passe devant le notaire. En tout cas, tout ce qui est au-dessus du million passe devant le notaire. Quelqu'un vient avoir un projet de 700 000. Bon. Et que ce projet-là, moi, je peux l'héberger dans une entreprise où j'ai, voilà, avec qui je suis en partenariat. Jusqu'à ce que ça prenne un certain point. Mais il y a bien un contrat de, voilà, un contrat de joint venture. Voilà. Mais aucune société ne porte le nom de Tuma, ni le nom du porteur de projet, justement. Ça porte le nom de qui? Qui est-ce qui porte le nom? Qui est-ce qui porte la société en fait? Qui est le gérant de la société? C'est ça ma question. Mais vous êtes gérant ici. Je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez plus de 50% des actions. Donc, la fonction de gérant, c'est une fonction juridique. On peut nommer n'importe qui gérant. Ça n'a aucune importance. Il faut juste que le cahier des charges du gérant soit clair. Voilà, donc à moins que je ne comprenne pas bien toute la profondeur de la question, moi, le nom de la société, ça se décide au commun d'accord par les associés. Et donc, si le porteur de projet a déjà un nom, idéalement, on devrait aller vers le nom qu'il propose, sauf s'il y a un conflit d'intérêt avec d'autres noms. Par contre, ça ne peut pas être son nom personnel. Par exemple, ouais, quelqu'un vient, il s'appelle et à l'agent. Il dit société et à l'agent. Que les gens viennent mettre non. Donc ça va pas. C'est plus une affaire familiale. C'est une entité juridique à part entière. Et donc, voilà. Voilà. Donc, une fois que les associés sont d'accord sur la société et tout, le gérant, on fait des appels d'offres. Hein, et qu'ils soient au Cameroun ou à l'étranger, le gérant peut sortir n'importe où. Et ça, c'est important. C'est une grosse parenthèse que je fais. Il y a beaucoup de grandes familles au Cameroun. Quand les responsables de ces familles sont décédés, tout leur patrimoine s'est effondré. Parce qu'il y a beaucoup de notions basiques qu'on n'a pas en fait. Vous voyez? Par exemple, bien comprendre que la société, c'est une entité à part, qui doit avoir certaines gouvernances. Et j'expliquais en Belgique que le propriétaire peut arriver même, que le gérant le met à la porte, parce que le mandat légal de représentation de la société est au gérant. Donc juridiquement, il dit que le propriétaire sort à temps par l'Assemblée générale. Mais les gens doivent bien comprendre. Avec WeWork, par exemple. Avec WeWork. Ah, je ne connais pas. C'est sûr comme Non, non, c'est une grande structure américaine qui a toujours commencé dans une start-up qui a bien évolué au plan mondial et qui, par la suite, le conseil d'administration qui a dû éjecter le porteur de projet. Et la structure encore. Oui, même Steve Jacob a été éjecté au moment de Effectivement. Non, ça. Mais si je parlais vraiment, pas juste du porteur de projet au sens de Steve Jacob qui était minoritaire. Hein. J'ai dit, même si tu es actionnaire majoritaire, donc la personne qui a effacé, il peut arriver, vous allez donner l'ordre à un délit qui n'en est pas. Puisque légalement, dans ce conflit-là, par exemple, une entreprise que j'ai créée, ok, à l'Assemblée générale, c'est moi qui ai tous les pouvoirs, puisque l'entreprise que je représente, ce n'est pas moi mon nom, mais l'entreprise que moi je représente, a plus de 51% des parts. Donc c'est moi qui décide qui est gérant. Mais une fois que j'ai décidé qui sera gérant, ça veut dire que c'est lui qui représente l'entreprise, c'est pas moi. Et donc je peux aller me faire n'importe. C'est rien de plus spécial. Et il faut l'accepter. Et ça, c'est des choses qui doivent être faites également. Maintenant, je reste en enquête. Est-ce qu'on met son beau stéréo comme ça? Non, il a entendu que quand tu fais ça, tu sais bien que tu fais ta à l'Assemblée générale. Oui, mais non, mais l'Assemblée générale est extraordinaire.
oui, c'est directement, tu signes directement. Ça ne date pas, c'est fini. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le gérant, ça veut dire qu'on t'a donné aussi confiance. Hein. En fait. Donc, à la fin, tu fais des choses. Mais la loi te permet. La loi te permet. La loi camerounaise. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Ici, c'est juste les abus et la peur. Mais pourquoi si une société a un problème de tricherie, par exemple, qui va en prison? C'est les associés ou le gérant? Le gérant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est lié à la société. Hein. Les seules raisons pour lesquelles on peut mettre en cause les associés dans le monde, que moi je connais, c'est quand, par exemple, pratiquement en Belgique, l'évaluation du capital était frauduleuse. N'était pas à la hauteur réelle des charges qui devaient arriver. C'est l'une des seules raisons. Et donc, c'est leur responsabilité à la création. Mais sinon, dans la gestion journalière, s'il y a un problème, c'est le gérant qui doit répondre. Il doit avoir réponse maintenant, c'est ouvert. Hein. Donc, il a un certain pouvoir. Il a un certain pouvoir. Pas un certain pouvoir d'ailleurs. Puisque la vie de tous les jours de la société est dans ses mains. La vie de la société tous les jours est dans ses mains. C'est pour ça qu'on n'a pas qu'un gérant et qu'il ne faut pas laisser, à mon avis, les gens gérants pendant 1000 ans. S'il y a d'autres sociétés en bouche. Voilà. Donc, voilà. Ça va? Ça va. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de déceptions dans l'air, mais je vois qu'il y a beaucoup de déceptions dans l'air, mais bon, je comprends que je dois rentrer avec mon Chuma. Chuma dort tranquille. C'est pas bon le moment. Parce qu'on comprend que c'est. On est bête. Voilà, mais encore merci beaucoup. Merci. Et donc, normalement, mes coordonnées sont sur notre site internet. Quand vous tapez dans votre numéro de GSM de WhatsApp qui s'affiche. Et donc, voilà, je suis disponible, ouvert. Et prêt toujours à adapter. Hein. Parce que souvent à l'époque, quand Alexandre me faisait la remarque, à l'époque, quand on avait parlé de Chuma pour la première fois, on disait même que le porteur de projet ne pouvait pas atteindre. Non, après, justement, en tenant compte des sensibilités, on intègre le fait que oui, il est actionnaire majoritaire. Comme ça reste son projet. Voilà. Maintenant, il faut aussi savoir qu'en termes de. Ça, c'est le détail, hein, mais. En termes de confiance extérieure, un projet qui est centré sur une personne, même hors de Chuma, même à la banque, un projet qui est centré sur une personne ne sera presque jamais financé. Parce que ça veut dire que s'il n'est plus là, le projet s'arrête. Et ça, c'est le pire. Une société est créée normalement, une société est créée pour vivre éternellement. Et donc, dès qu'on construit une personne, ça veut dire que c'est comme une moto, alors à ce moment, celui qui conduit la moto va dire que je n'ai pas fait le Benzikin aujourd'hui. J'ai pas fait le Benzikin aujourd'hui parce que. J'ai pas fait le Benzikin aujourd'hui parce que j'étais malade. Non, ceci ne fonctionne pas ainsi. Voilà, donc on avait déjà fait globalement, on a fini. Mais vu que les gens sont très déçus, je vais en 2 minutes rappeler ce que j'avais expliqué. Donc, j'avais expliqué
expliqué qu'en fait, le but du projet Chuma, c'est vraiment de permettre aux jeunes précarisés qui ont vraiment l'idée de faire des choses, mais qui n'ont pas les moyens de voir leur rêve se réaliser. Et donc, c'est pourquoi on va franchement le slogan donner des aides au projet des jeunes. Mais quand on dit au projet des jeunes, en réalité, ça ne se limite pas aux plus jeunes. On est également ouvert en fait à tout âge. Voilà, mais les jeunes sont quand même flexibles. J'avais dit également que quand un projet arrive chez nous, en fait, on souhaite premièrement qu'il y ait déjà un cachet. Le cachet d'une entreprise partenaire qui donne des gens qui veulent venir à vivre. Par exemple, un bureau d'expert comptable ou d'expertise juridique. Et alors, tous les projets, sauf les petits projets, passent devant le notaire. Et une fois que c'est le cas, ben le porteur de projet devient prestataire et il devient aussi actionnaire. Mais il ne peut pas avoir accès à la trésorerie et ce n'est pas lui qui fait la gestion journalière de la société. Donc ça, c'est les deux conditions hyper importantes pour nous. Par contre, on doit avoir une gouvernance stricte qui est reprise dans les statuts. Et puis, le porteur de projet, bien entendu, a accès au CODIR, c'est-à-dire à l'organe qui gère la société tous les jours. Et voilà. Et donc, en CRP, je pense que pour résumer, voilà, le porteur de projet, s'il le souhaite au bout de quelques années, il peut racheter les parts des autres jusqu'à avoir 51% de la société. Mais après 51%, ça devient du gré à gré. C'est que les autres sont plus obligés. Ça va? Moi, j'ai parlé de transport actionnaire, et ainsi de suite. Donc voilà, en synthèse, ce que j'avais déjà dit. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un cachet préalable avant d'accepter Sinon, on est inondé. Hein. Sinon, chacun s'élève, il envoie n'importe quoi qu'il n'a même pas étudié, analysé. Et puis, voilà, si c'est un problème de payer les cabinets d'experts comptables, nous, on peut faire de temps en temps des jeux concours, mettre l'argent à la disposition, où les gens peuvent prendre des tickets. Vous voyez? Maintenant, puisque l'objectif de commencer de pouvoir aider les jeunes qui n'ont pas assez de moyens, qui ont bien des projets, il est pour pouvoir mettre sur pied un projet, comme vous disiez tout à l'heure, il faut là, pour que ça soit viable, il faut que ça passe par un cabinet de l'argent pour pouvoir le faire. C'est ce que j'explique. Justement, maintenant, il va faire comment ce jeune-là qui n'a pas assez de moyens et qui a bien ce projet, il y a un projet, il faut bien le financer, ça c'est pas ça comment. Donc, c'est très simple pour nous de résoudre ce problème. Donc, ça, c'est. Dans tout, il y a toujours la voie normale et la voie alternative. Donc, la voie normale, c'est de dire que si tu veux venir à un projet, un cabinet agréé doit donner son avis sur le projet. Ça permet que les gens ne nous envoient pas des projets mal travaillés et que les gens aient un peu de sérieux. Toi, en tant qu'expert comptable, si tu as donné un avis sur un projet, tu vas faire un problème. Là, on discute en cachet. Pardon? Combien? Moi, je peux même dire 250. Donc, tu vas dire 250 000. Très bien. Donc, tous les jeunes vont être prêts à payer 250 000. Par contre, nous, si on le sait, on sait qu'il y a ce problème. Chaque mois, par exemple, on peut lancer un tombola sur notre site internet. On dit, au bout de la tombola, les jeunes qui expliquent en quelques secondes leur projet, ils font liker peut-être par leurs proches, et puis il y aura 2 tickets de 250 000. Il y a toujours moyen de trouver des solutions. Pardon? Tout le monde ne sera pas satisfait, il y aura toujours moyen de trouver des solutions. On pourrait partir de penser que tout le monde n'est pas satisfait, demander à une assistante de recontacter quand même certaines personnes en inbox. Je veux dire, il y aura toujours des solutions. Là, forcément, est-ce qu'on a les comptables, ou déjà peut-être qu'on a les juridiques, ou on a les entreprises avec matrice? Non, ça doit être des entreprises que l'on connaît. Si il veut donner la vie d'une autre entreprise, au moins on entre en contact avec eux. Pour être sûr qu'il s'agit de professionnels. Si je dis c'est
Bon, voilà a priori à chaud comme ça, parce que là vous me prenez à pied levé, un bureau d'expertise comptable. Pourquoi donc un des aspects du projet, puisque on va rédiger le projet depuis zéro, donc c'est d'abord le premier filtre. Un bureau d'expertise comptable, pour quel est l'intérêt d'un bureau d'expertise comptable? La passion du bureau d'expertise comptable, c'est qu'il est supposé avoir les outils pour créer le business plan, pour réaliser la trésorerie prévisionnelle. Ça fait partie des éléments d'appréciation aussi d'un projet. Tu vois? Et dans une certaine limite, on pourrait même imaginer que l'expert comptable pourrait jeter un petit coup d'œil sur la proportion de gouvernance. Okay? Un bureau d'analyse juridique va regarder est-ce qu'il y a peut-être des conflits d'intérêts, est-ce que l'orientation en termes de forme juridique sied par exemple, ainsi de suite. Donc c'est bien vu. Un incubateur d'entreprise va regarder peut-être de manière générale est-ce que finalement il y a une vraie proposition de valeur, ainsi de suite. Tu vois? Donc on peut imaginer qu'un bureau de marketing peut donner un avis. Mais on sait que, comme il dit, c'est juste le premier film. Et c'est une des dimensions, tout simplement. Voilà. Je comprends donc que si de façon pratique, moi, quand je suis porteur de projet, si j'ai une idée, ce qu'il me faut, c'est mon projet est établi avec un business plan. Je veux dire, si je veux bénéficier de façon concrète de Touma, du projet Touma, ce qu'il me faut, c'est mon idée est établie, un business plan, une trésorerie professionnelle, une proposition de gouvernance, que je soumets à un cabinet comptable pour avoir son cachet, avant de venir vers. Pour avoir son avis. Son avis, avant de venir vers Touma. Oui, avant que le projet soit pris au sérieux par chemin. Monsieur, il y a un centre d'incubation à l'université de Douala. Si un étudiant a son projet et que le centre donne son OK, vous allez trouver étudiant. Bon, il faut qu'on fasse attention au sens des mots. L'avis de l'expert comptable ou du cabinet juridique ou de l'incubateur, c'est uniquement un avis. Ce n'est pas une validation. Ok? Donc c'est nous qui apprécions le projet, ça ne nous influence à rien. Mais c'est un élément d'appréciation. Donc, dans nos équipes, on a des spécialistes qui vont décortiquer le projet. Donc c'est juste un avis qui va montrer que oui, le porteur de projet est sérieux, il y a quelqu'un qui a déjà regardé, et puis la crédibilité du partenaire aussi va avec. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, moi aujourd'hui, quand on me demande mon avis en tant qu'expert dans des choses, quand je donne mon avis, je donne mes réserves également. Ça, c'est le minimum pour l'expert, à mon avis. Donc, mais tout le monde est bienvenu, c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est ouvrir les partenariats et accélérer les choses. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a pris la phase où nos principaux actionnaires, ce sont des institutionnels avec lesquels on travaille déjà. Mais dans une phase future, peut-être en moins d'1 an ou 2, on va aussi appuyer justement les gens de la diaspora qui pendant longtemps étaient déçus par leur famille. Vous voyez? On dit, ok, il faut que ton petit frère qui est resté au Cameroun ou au Gabon fasse une activité, tu vas là pour t'accompagner. Et tu es sûr que le cerveau qui aurait vraiment travailler. Voilà, parce qu'il va pas à la trésorerie et tout. Ça va? À l'entrée, votre projet doit avoir quel pourcentage d'action? Alors, j'ai compris que la dépense à 55%, après c'est l'être plus à l'entrée déjà, pour son maximum, c'est combien? Idéalement, pour que ce soit un projet qu'on accompagne, idéalement, il ne devrait pas être actionné majorité dès le départ. Après, il peut aller jusqu'où il veut, mais idéalement pas actionné majorité. Dès lors qu'il est actionné majoritaire, ça sort du cadre de chemin. Ce n'est plus quelqu'un qui va en faire rien. Et donc, ça devient un contrat d'investissement autre. On en reçoit et on finance. Hein. Pas plus tard que ce matin, comme disait Génory Monroe, pour que notre société s'engage dans l'investissement d'un projet d'une petite société française qui va s'installer au Cameroun.
C'est pas, voilà, personne peut compter l'investissement. Voilà. Alors maintenant, une question que bon, je connais, donc je peux quand même tutoyer. Tu peux faire le tutoiement. Donc, une question que j'ai posée, c'est si j'ai le business plan, le ceci, alors je peux venir à Chuma. Nous, on a fait une liste de questions contre notre site internet qui permet au porteur de projet de mieux réfléchir. Ok, mais elle n'est pas exhaustive. Je veux dire, si quelqu'un demain pense à une nouvelle source d'énergie, par exemple, pour moi, de manière naturelle, ça n'est pas partie de la liste de questions, devrait intégrer la dimension environnementale. Pas besoin de sur la liste de questions. Donc, s'il ne le fait pas et que personne ne dit quand ça va arriver chez nous, nos experts. Ben oui, bien sûr. Tout ça. Voilà. Tu vois? Dans ton. Imagine faire un projet dans un pays africain où les gens dans l'exploitation de l'or, qui est très intéressant, ont complètement brûlé la vie d'un village. Il n'y avait plus de potable. Ça pour nous c'est insoutenable. Parce que le but des projets c'est d'apporter la vie, pas d'aller mettre mal à l'aise des gens pauvres. Et donc cette dimension sociétale et responsable est hyper importante aussi. Et on va prendre en compte. Notre questionnaire est disponible sur notre site. Oui. Bon, je vois beaucoup de déception sur les visages, mais je ne dirais pas plus loin que ça. En tout cas, une fois de plus, un tout grand merci à chacun pour sa participation. Merci beaucoup. On a presque rempli la salle finalement. Voilà, presque. Et voilà, j'ai vu un Carole avec une photo. Je pense que je me suis les oreilles aussi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Et bon après-midi. Au plaisir. J'espère qu'on va finalement faire des choses ensemble. Avec, ou que vous connaissez des gens, parce qu'il n'y a pas que vous. Hein. Vous connaissez probablement d'autres jeunes ou vieux, pourquoi pas, qui peuvent être intéressés. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, si on veut se lancer définitivement, on se dirige sur notre site internet. Se lancer définitivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a notre projet bien pensé et que on a relativement toutes les réponses à votre questionnaire et le cachet d'un cabinet comptable. Oui, on le reçoit, peut-être qu'on le finance dans moins d'un mois. Hein. Je dis, d'accord, c'est quoi? Vous contactez sur le site internet, c'est bien ça? Oui, on fait un email, oui, WhatsApp. Non. WhatsApp, c'est pas. Mais je sais qu'au Cameroun, on travaille avec beaucoup de WhatsApp. Moi, je dis WhatsApp n'est pas le plus professionnel. Il y a WhatsApp business. Donc, oui, même ça. Pourquoi est-ce que ce n'est pas professionnel? Parce que la valeur comptable d'un document, par exemple, il doit toujours être disponible. Pour moi, vous pouvez voir l'esprit comptable. Or, WhatsApp ne peut pas t'assurer que tu auras toujours disponible ce que tu as avancé. D'abord, soit parce qu'on a volé le téléphone et on s'est perdu, c'est fini. Soit parce que tu as fait une installation. Bon, un document d'entreprise doit être fiché. Hein. Et en plus, il y a l'accessibilité.
voilà pourquoi pour moi, ça, mais ça leur montre que je ne le considère pas comme un truc professionnel. Et donc, du coup, moi, quand je reçois certaines factures, je dis, je demande d'envoyer aussi par email. Parce que là, il y a vraiment la traçabilité. Et donc, si demain, moi, je suis plus gérant de la structure, le nouveau gérant qui arrive retrouve tout ce qui s'est passé, en fait. Ouais. Voilà, donc notre adresse email, c'est office. Sur Invest. En majuscule, parce que j'ai une très mauvaise main d'écriture. Voilà notre email officiel. Ça va? Donc, avec ça, on sait se parler assez vite et faire des grandes choses. Je vous dis, c'est un projet de prêt. Voilà, on s'arrange dans les moins de 3 mois peut-être, on pourrait déjà être devant le terrain. Ça va? Voilà. Ben, encore merci à chacun et bon après-midi. Merci beaucoup.